Diable Jump. Les membres de la marine sont finalement autant extravagants que les pirates contre qui ils se battent, en particulier les amiraux qui ont tous un caractère différent, voire carrément opposés les uns des autres. Et c'est à cause de cette différence de caractère et de comportement que les amiraux sont très intéressants à analyser, en particulier un, comme vous vous en doutez, car il s'agit d'Aokiji. Il est celui qui se démarque, ou du moins se démarquait le plus des autres par sa justice plus laxiste et plus passive. Sa vision de la justice correspondait le mieux aux valeurs que le manga voulait nous inculquer, en tout cas pour ma part. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et Aokiji erre désormais tel un vagabond, se battant pour sa propre justice, sauf que là encore il y a quelques problèmes et interrogations qui se posent. Donc yo les bros, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, bien évidemment, on va parler d'Aokiji et surtout de son rôle actuel dans One Piece. Nous savons qu'il a quitté la marine suite à sa défaite face à Akainu et désormais des rumeurs qui semblent être confirmées le placent dans l'équipage de Barbe Noire. Bien évidemment, il n'y a aucune logique dans les agissements d'Aokiji et c'est ce manque de logique qui nous fait penser que ça cache quelque chose et que tout ne fait partie que d'un seul et unique même plan. Aokiji, Barbe Noire, tout ça ne serait qu'une pièce de l'engrenage des révolutionnaires. Je vais donc en faire une vidéo fragmentée en plusieurs parties pour retracer tous les événements importants et donc en faire une théorie complète. Avant de continuer, sachez qu'il ne s'agit pas de ma vidéo spéciale des 100 000 abonnés, il y aura une vidéo donc particulière pour l'occasion. Elle est censée sortir dimanche et cette vidéo comprendra aussi une FAQ à la fin, donc si vous avez une quelconque question à me poser, faites-le ici ou sur Twitter avec le hashtag GojiFAQ. Voilà, maintenant on peut commencer. Que s'est-il passé depuis la fin de Marineford ? Nous allons faire un très court retour dans le passé pour bien se remémorer les événements qui ont conduit Aokiji à quitter la marine et où il en est actuellement. Le but est d'oublier un minimum d'éléments pour ensuite établir notre théorie. Après la guerre de Marineford, Sengoku, l'amiral en chef actuel, décide de renoncer à son poste. On ne savait pas vraiment pourquoi car aucune explication n'a été donnée à ce moment-là et d'ailleurs nous ne savons toujours pas actuellement sauf erreur de ma part. L'hypothèse la plus probable est qu'il a été insatisfait du système de la marine et du gouvernement mondial et surtout des agissements de certains amiraux tels Akainu qui a tué un marine qui s'apprêtait à déserter le combat. Tout ça est en partie justifié par sa recommandation d'Aokiji au titre d'amiral en chef à sa place auprès de Kong. Je suppose que Sengoku, voyant Aokiji quelqu'un d'assez digne et surtout à la vision de la justice la plus saine, et donc l'avoir en amiral en chef aurait grandement changé la mentalité de la marine, logique me direz-vous. Bref, malheureusement, un autre candidat au rôle d'amiral en chef allait lui donner du fil à retordre, Sakazuki Akainu. Aokiji étant parfaitement contre l'idée qu'Akainu soit nommé amiral en chef dû à sa justice bien trop excessive, partiale et sanguinaire, un combat entre les deux amiraux est organisé sur l'île de Punk Hazard pour le poste tant convoité. La suite est beaucoup moins rose pour Aokiji, la lave l'a emporté sur la glace après plus de 10 jours de combat intensifs, déréglant carrément le climat de Punk Hazard, laissant les deux personnages sérieusement blessés. Étant donné qu'ils ont une justice totalement opposée, Aokiji ne pouvait se résigner à servir sous les ordres impitoyables d'Akainu et a donc quitté la marine. Et là commence le véritable drame. Les rumeurs fusent dans tous les sens comme quoi l'ancien amiral aurait rejoint les rangs d'un Yonko. Attention, pas n'importe lequel car il s'agit du plus dangereux des Yonko actuels, Marshal D. Teach, alias Barbe Noire. Après avoir pris tout le monde au dépourvu sur Marineford en tuant le grand Barbe Blanche et en s'accaparant de son fruit du démon, voilà qu'un personnage comme Aokiji, considéré comme l'un des plus puissants amiraux, se voit rejoindre son équipage. C'est ainsi qu'un manque de logique flagrant apparaît. Pourquoi Aokiji, une personne si juste et avec une si bonne âme, rejoindrait quelqu'un comme Barbe Noire alors qu'il a quitté la marine pour ne pas être sous les ordres d'Akainu, qui est quand même un peu moins pire que le Yonko en termes de barbarie. Eh bien l'une des seules options envisageables, ou du moins l'une des plus logiques et qui tient le plus debout, soit que Aokiji est en réalité un membre infiltré à la solde des révolutionnaires et qu'il tient Dragon informé des agissements du Yonko. Et c'est ainsi qu'on va déjà passer à la deuxième partie de la vidéo. Aokiji révolutionnaire, qu'est-ce qui me fait penser ça et pourquoi ? C'est la partie de la vidéo que je préfère car c'est là que toute la magie de la théorie va opérer parce qu'après ça vous allez clairement voir Aokiji et les révolutionnaires d'une façon totalement différente. Pourquoi Aokiji ferait partie des révolutionnaires et pas d'une autre organisation ? Ou pourquoi ferait-il partie d'une organisation et n'agirait-il pas tout seul simplement ? Eh bien Aokiji nous a fait comprendre que ce qui compte le plus pour lui c'est le bien-être des citoyens. On peut le voir sur Longring Longland, là où il a rencontré les Mugiwara pour la première fois et a gelé la mer pour qu'un seul habitant puisse la traverser et retrouver les siens. Après, c'est un peu plus délicat, mais il n'a pas fait preuve de cruauté aussi durant la destruction d'Ohara non plus. Bien qu'il ait dû stopper et tuer Aguardi Soro car il s'opposait à lui, il a malgré tout laissé Nico Robin en vie et a rapidement dénoncé les agissements barbares de Sakazuki. Si Aokiji avait été aux commandes de l'opération, il n'y a aucun doute qu'il n'aurait tué aucun civil. Il se soucie aussi pas mal de Nico Robin finalement, il a eu des dizaines de chances de la tuer mais ce n'est pas son objectif, ça a beau être un danger pour le gouvernement, il ne souhaitait pas trahir la volonté de son ami Soro et sans aucun doute encore moins adopter une justice si sanguinaire. Par la suite, après l'ellipse, Aokiji nous fait comprendre que ses idéaux n'étaient pas en harmonie avec ceux du gouvernement, comme il a dit à Smoker, qu'il peut malgré tout faire beaucoup de choses en n'appartenant plus à la marine et c'est grâce à son départ qu'il peut aujourd'hui voir et comprendre certaines de ces choses. Déjà là personnellement ça me laisse un goût de révolutionnaire. Déjà de 1 il a des idées contraires au gouvernement donc déjà c'est la base d'un révolutionnaire purement et simplement. De 2 qu'il peut malgré tout aussi faire des choses tout en étant plus amiral et là c'est tout comme les révolutionnaires qui malgré leur statut de criminel
œuvre pour le bien des citoyens et de la communauté. La justice d'Aokiji peut parfaitement être liée et appliquée avec celle des révolutionnaires tant elles se ressemblent. Et de 3, s'il comprend et voit des choses désormais, c'est peut-être une fois encore grâce à la vision qu'ont les révolutionnaires du gouvernement et du monde en général. Et donc la vision qu'il aurait adoptée d'eux. Je pense que vous avez déjà bien cerné mon idée de ce côté-là. On va rester dans le même thème en allant creuser les fameux détails qui d'après moi consistent une bonne théorie. Vous allez sans doute en connaître certains car ils sont répandus sur internet par tous les adeptes de théorie One Piece. Une chose met vraiment la puce à l'oreille concernant une éventuelle présence d'Aokiji chez les révolutionnaires, c'est cette image provenant du discours de Doflamingo au sujet des puissances du monde. On y voit donc les pirates et les Yonko, la marine et les révolutionnaires eux aussi ont droit à leur case. Sauf qu'il y a une tête qu'on ne connaît pas. Effectivement, on reconnaît facilement Dragon, Ivankov, Sabo, mais l'autre personnage tout à gauche reste un mystère. Et à ça, beaucoup ont supposé qu'il s'agissait d'Aokiji, déjà par toutes les raisons que j'ai citées plus tôt dans la vidéo, mais aussi et surtout car effectivement les deux se ressemblent. Oda a volontairement rendu le visage de ce personnage méconnaissable, cependant on remarque 2-3 éléments ressemblant étrangement à notre bon vieux Aokiji. Il y a la forme du bonnet un peu arrondi avec ce qui semble être des lunettes posées dessus. Les cheveux quant à eux sont dissimulés peut-être pour justement éviter de trop ressembler à Kuzan. Le visage semble assez allongé, tout comme lui, et pour finir, l'arête de son nez semble être autant épais que le sien. Bon, pour les ressemblances, il est vrai que c'est peut-être qu'une illusion et peut-être qu'on y voit un peu ce qu'on a envie d'y voir. C'est pour ça qu'il ne faut pas se baser que sur cet élément. Cependant, il faut garder en tête que sa place ici serait justifiée par plusieurs choses. L'image ne montre que les membres importants des révolutionnaires. Si Aokiji en faisait partie, c'est clair et net qu'il figurerait sur cette image pour la simple et bonne raison qu'il a des connaissances que d'autres ne peuvent avoir dû à son statut d'ancien amiral. Et surtout, car sa puissance est colossale au point d'être considéré comme la plus grande de la marine. Donc si Aokiji était des révolutionnaires, il serait sans doute dans les plus hauts rangs. Et comme vous avez pu le deviner, il serait peut-être même après Dragon en termes de puissance. Et à ça, nous avons un élément particulièrement intéressant. En effet, une théorie anglaise que vous pourrez retrouver sur le forum de Loro Jackson montre qu'il y a un trou dans la hiérarchie des révolutionnaires. Sabo est considéré comme le numéro 2 de l'armée révolutionnaire. Quand on n'y réfléchit pas trop, on se dit que c'est logique et que Monkey D. Dragon est le premier, et en fait pas du tout. Si on fait un petit tour des autres organisations ou équipages présents dans One Piece, c'est-à-dire le Baroque Works, l'équipage de Barbe Blanche ou le Garma Double Six par exemple, on remarque que le leader ou le capitaine a une place bien spéciale. Vous allez voir que le même schéma se répète dans la hiérarchie. Dans le Baroque Works, Crocodile était le leader, et vient ensuite Mr. One, le plus puissant après lui, qui tient la première place, après le chef. L'équipage de Barbe Blanche maintenant, Barbe Blanche était le capitaine, et le premier commandant était Marco le Phoenix, suivi d'Ace en deuxième commandant, et Jaws en troisième. Et pour clore l'exemple, la même chose avec le Garma. L'homme à la tête du Garma est Jaji Vinsmoke, Ishiji est le premier commandant, Niji le deuxième, etc., etc. Après, dans le cas du Garma, c'est un peu compliqué car on ne sait pas si Reiju est placé avant Ishiji ou après, enfin bref. En gros, vous voyez où je veux en venir. Dans les équipages et organisations, il y a un leader, et les autres qui sont considérés comme capitaines ou commandants. Chose valable chez les Mugiwara avec Zoro par exemple qui en est quelque sorte le bras droit. Le schéma chez les révolutionnaires serait donc foutu de cette façon. Monkey D. Dragon leader, éventuellement Aokiji qui serait premier commandant, Sabo qui est deuxième commandant, Ivankov troisième, etc. etc. Bon, j'avoue c'est compliqué mais je trouve ça terriblement intéressant et très bien trouvé, ça remet en cause un peu tout ce qu'on pensait jusque-là et ça fait du bien. Avant de clôturer cette partie et de passer à la dernière, voyons un dernier élément ensemble, le cas de Lindbergh. Attention au spoil pour ceux qui n'ont pas lu des chapitres 904 et plus. Alors dans ce chapitre 904, 4 commandants révolutionnaires ont été introduits. Ces 4 personnages étaient tous très différents et hauts en couleur. Parmi eux se trouve un certain Lindbergh qui semble être un scientifique un peu farfelu, adepte d'invention. Lors de son introduction avec les autres, il dit vouloir tester sa toute dernière invention, le Cooler Shooter, qui est une arme pouvant tirer des balles qui vont aller toucher et geler des parties du corps de son adversaire. Et à chaque fois qu'il en parle, il insiste bien sur le fait qu'il veut essayer cette nouvelle arme fraîchement créée. Vous vous doutez où je veux en venir, Lindbergh aurait été séduit par les capacités d'Aokiji en le voyant avec les révolutionnaires et a donc décidé de créer une arme pouvant reproduire certaines des attaques de l'ancien amiral. Oui certes, c'est tiré par les cheveux, mais ça plus ça fait quand même beaucoup d'éléments tirés par les cheveux qui bout à bout forment quelque chose d'un peu plus concret. Bon, désormais passons à la dernière partie. Admettons qu'Aokiji soit révolutionnaire, mais quel est son but au sein de l'équipage de Barbe Noire? En fait c'est la grosse zone d'ombre de la théorie et de One Piece au final. Ok, admettons le fait qu'il soit révolutionnaire, ça peut encore aller dans une certaine logique. Mais le fait qu'il rejoigne l'équipage de Barbe Noire, là, il n'y en a aucune. J'essaye de réfléchir, oui, ça m'arrive, aux différentes raisons qui auraient pu le pousser à rejoindre le Yonko tout en étant chez les révolutionnaires. Et voici ce que j'en pense. Déjà, il ne faut pas oublier que Burgess n'a absolument pas confiance en lui et il ne s'est pas gêné pour le dire à son capitaine. Ce qui est, je pense, un désir d'Oda de nous faire comprendre qu'Aokiji n'a pas sa place
dans cet équipage. Et en réalité, je pense que Barbe Noire est celui qui fait le plus peur à Dragon. Le fait d'avoir un agent infiltré dans ses rangs permet donc de garder un œil sur lui et sur ses agissements. Ce qui expliquerait pourquoi les révolutionnaires ont pu s'enfuir de Baltigo quand l'équipage de Barbe Noire les ont attaqués. Aokiji aurait pu les contacter juste avant, histoire de les prévenir. D'ailleurs, on voit très bien qu'il n'y a pas eu de combat car les révolutionnaires n'ont aucune trace de blessure lorsqu'on les revoit après cet événement. Dragon sait sans doute des choses sur Barbe Noire, par exemple son pouvoir actuel, son éventuel désir de s'emparer d'une arme antique. En bref, il a bien conscience que si ce dernier arrive à ses fins, le monde va lentement sombrer dans le chaos et la vie qu'il a consacrée à aider les citoyens du monde n'aura servi absolument à rien. Je pense que c'est aussi simple que ça et il n'y a pas grand chose à chercher de ce côté-là. Ils ont tous pris conscience du potentiel destructeur qu'a acquis Teach depuis la guerre de Marineford et par conséquent, ils le voient comme leur ennemi numéro 1. Après tout, quel meilleur révolutionnaire pourrait s'infiltrer au sein de l'équipage de Teach pour l'espionner? Aokiji n'attirerait pas tant des doutes que ça étant donné qu'on n'a encore jamais vu quelqu'un quitter la marine pour rejoindre l'exact opposé, c'est-à-dire les révolutionnaires. Je pense aussi que les interactions entre les révolutionnaires et Barbe Noire ne font que commencer, et lorsque Teach se rendra compte que les révolutionnaires ont toujours un coup d'avance sur lui, il remettra peut-être en question une éventuelle top dans l'équipage, et Kuzan sera donc le premier ciblé à ce moment-là. Comme vous aurez pu le voir dans cette théorie, beaucoup de choses ont été dites ici et là par le passé. Cette vidéo théorie est surtout là pour faire une sorte de point sur ce qu'on sait et ce qu'on a vu à propos d'Aokiji tout en y émettant donc des théories. Si vous avez des idées supplémentaires pour enrichir cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que justement les prochaines théories à son sujet soient encore plus complètes. Que ce soit ma théorie ou la théorie d'autres qui l'auraient repris, qui auraient donc complété encore mieux toutes ces informations. Avant de se quitter, je vous rappelle encore une fois de plus qu'il y aura donc la FAQ ce dimanche. Alors si vous voulez poser une question, faites-le en écrivant dans votre commentaire #GojiFAQ. C'est tout pour moi les bros, je vous remercie de votre merveilleux soutien incroyable depuis ces 3 dernières années, tous les jours, c'était quotidien, c'était ouf. Et ben j'ai envie de dire maintenant qu'on a fait les 100 000, go pour les 200 000. Passez une bonne semaine, à vendredi pour la review, peace les bros.